J'avais un petit truc là qui était assez rigolo. J'avais demandé, bonjour à tous d'abord parce que je suis parti sur le chapeau de roue comme il y avait là. J'avais demandé un petit peu qu'est-ce que c'était cette histoire d'âme sœur parce que tout le monde me fascine avec l'âme sœur. J'ai trouvé mon âme sœur, j'ai pas trouvé mon âme sœur. Et alors, on pensait que essentiellement l'âme sœur c'était quelque chose d'astral pour la plupart, ce qui semblait réel. Mais en fait, il s'est avéré une chose, c'est que au tout début, si on prend vraiment le tout début et qu'on demande un petit peu à votre double qu'est-ce que c'est l'âme sœur, il va vous répondre que en fait l'âme sœur c'était lui. Alors Ouais. ça veut dire quoi? Ça veut dire que on avait une forme de miroir, c'était notre contact, où on est descendu et que l'on a plongé dans un espace temporel bien fermé. On s'est retrouvé à distance de notre âme sœur, de notre âme miroir si vous préférez, ou de votre double, et la seule connexion qu'on a pu avoir, c'était l'esprit. L'esprit faisait les allers-retours, il les fait d'ailleurs toujours. Vous remarquerez que quand vous avez besoin d'une information, quand vous avez besoin d'un mot, quand vous avez besoin d'une idée, quand vous avez besoin d'une prise de conscience particulière sur un sujet particulier, ça prend toujours à peu près 5 minutes. C'est le temps que lui part chercher au niveau du... quand je parle de lui, je parle de l'esprit. Et il part chercher l'information auprès du contact et vous la ramène à vous. Ça fait à peu près 7 minutes en fonction des, comment dire, du, de la température, en fonction de la météo, en fonction de beaucoup de choses, et de l'espace, s'il est libre ou pas. Ça fait environ entre 5 et 7 minutes pour vous ramener l'information. Et donc, il fait sans arrêt ses allers-retours. Alors, je lui ai demandé, mais quel est l'intérêt de tout ça? Et ce qui était marrant, c'est que ce qu'il m'en a donné comme idée, c'est que quand son âme sœur pour le double. C'est-à-dire, quand nous-mêmes, en tant qu'âme, nous sommes arrivés sur la Terre, le passage temporel nous a cassé de l'âme, nous a fêlé de l'âme. Et ça a entraîné des problèmes psychologiques, des problèmes psychiatriques et des déséquilibres. Et on s'aperçoit que tant qu'on est dans un système temporel, on ne peut être que dans un déséquilibre, que dans un déséquilibre psychologique, psychiatrique, et on ne peut pas en sortir. Et en fait, le fait de contacter souvent son double nous amène à sortir un petit peu de son âme, c'est-à-dire à délaisser son âme ou à la transmuter, si vous préférez, ce qui revient exactement au même, puisque le fait de délaisser son âme fait qu'elle va transmuter, elle va se transformer, et automatiquement, vous allez vous sortir de cet espace temporel. Puisque quand vous faites du supramental ou quand vous faites de l'échange mental avec votre contact, vous vous apercevez que vous êtes hors du temps, que vous avez sauté la barrière du temps. Et à ce moment-là, vous pouvez tranquillement voir les choses comme elles sont exactement et avoir de l'information. Et cette information, comme je le disais à, je ne sais plus, à un de mes amis,
quand vous attrapez cette information, souvent, quand l'information est pas secrète, mais protégée, je dirais, et sensible comme information. Vous avez toujours à l'intérieur une entité. Donc, ça fait que vous lisez le début de l'information et hop, vous tombez sur l'entité qui va essayer de vous bloquer l'information, qui va essayer de faire un petit peu, de discréditer l'information que vous êtes en train de lire. Et quand vous lisez cette information, il vous faut lire l'entité en même temps et passer au-delà de l'entité pour continuer votre information. C'est-à-dire poser la question à l'entité, qu'est-ce qu'elle protège, et à ce moment-là, généralement, elle va s'écarter de vous et vous laisser passer. Et donc, le fait de sans arrêt perdre une partie de soi dans l'espace temporel fait que plus on va ralentir notre vitesse dans ce temps, et plus on va retrouver une unité. Et plus on va retrouver une unité, plus on va retrouver une centricité et un état de conscience. Et le point d'ancrage qui va nous permettre d'enfin trouver les moyens de communiquer avec son contact. Donc, pour les gens qui pensent que c'est difficile de communiquer avec son contact, pensez une simple chose, c'est un petit peu comme si vous communiquiez avec vous-même, que vous preniez le téléphone et puis que vous posiez la question, au lieu de vous la poser à vous-même, de la poser à votre contact et de la poser à vous-même loin. Et donc, vous questionnez et puis vous lui demandez au loin qu'est-ce que c'est que tu penses de ça, et puis il va vous répondre. Et là, vous allez avoir un phénomène contact. Évidemment, au début, avant de nettoyer le canal, on va vous envoyer un tas de cochonneries, un tas de pollutions qui vont encrasser le canal avant qu'il ne se nettoie. Mais dès qu'il sera nettoyé, vous allez pouvoir avoir une information claire, précise, et ce qui va vous amener directement vers un élargissement de votre conscience. Et ça, il faut s'entraîner un petit peu à le pratiquer de façon à pouvoir être plus à l'aise avec la majorité des personnes que vous rencontrez. Voilà, c'est ce petit truc que je voulais vous dire qui était intéressant, qui était assez rigolo et qu'il vous faut pratiquer. Enfin, si vous voulez, hein, évidemment. Moi, j'oblige personne. Jean-Luc? Oui? La dernière conférence, la dernière discussion qu'on a eue, là, tu disais que si on posait des questions à notre contact, on perdait de l'énergie vitale, de la vitalité. Ouais, exact. Parce qu'il n'est pas avec la même temporalité. Donc, tout ce qu'on va mettre en marche pour prendre contact avec lui, c'est de l'énergie vitale qui va se perdre. Parce qu'il faut bien chercher l'énergie quelque part pour faire la connexion, pour faire la communication. Mais il faut savoir au total ce qu'on veut, parce qu'en fait, soit on ne prend pas contact, et soit on n'utilise pas notre énergie, et en fait, on revient toujours à la case départ, parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que que ce soit les sifflements, que ce soit les informations, que ce soit les prises de conscience, que ce soit la lucidité que l'on exploite, tout ça, ça vient de nous. Tout ça, c'est issu de notre développement personnel en tant qu'esprit, en tant qu'âme et en tant qu'amalgame de ces deux-là. Et le fait que le contact, lui, vienne se mêler, c'est un petit peu comme s'il était obligé de se ralentir pour se mettre à notre portée. Et se ralentir pour se mettre à notre portée, ça lui demande, lui aussi, beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça qu'on le paye, parce qu'il faut le payer. Quelque part, il faut le payer. Donc, quand on paye, quand on est obligé de payer addition, c'est important de savoir qu'on va payer addition, mais c'est aussi important de manger le repas. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le voir. Faut le voir qu'on est là pour vivre, et vivre, c'est dépenser de l'énergie. Et dépenser de l'énergie,
c'est s'amener à mourir. Fait qu'en même temps, ça veut-tu dire que, avant de poser des questions, il faut savoir que ce soit un besoin et non pas juste une curiosité Ouais, pour n'importe quoi? c'est ça. C'est ça. Il faut surtout que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur. Par exemple, cet après-midi, je me demandais pourquoi les plantes ont peur, pourquoi les animaux ont peur, pourquoi les hommes ont peur. Et bon, je trouvais plusieurs informations avec un état de lucidité, mais je voulais que ce soit le contact qui me réponde. Et ce qui m'a répondu, ça m'a plus ou moins plu, mais m'a dit c'est simplement un refroidissement des corps. Refroidissement des corps qui amène petit à petit l'homme à quitter le corps pour éviter une souffrance trop intense. Donc c'est l'approche de la limite qui effraie, plutôt que la sensation de la douleur qui va tuer. Vous comprenez ce que je veux dire? Allô, allô? La limite de quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez que quand vous avez trop de souffrance au niveau de l'âme quitte le corps. Si par exemple vous tapez, je sais pas moi, avec un marteau, vous n'allez pas quitter votre corps, mais vous allez prendre de la distance, vous allez avoir évidemment quelques endorphines qui vont se sécréter, donc vous allez avoir un effet un petit peu euphorique, un petit peu, et puis la douleur va arriver après. Et si par exemple on tape à votre place sur chacun de vos doigts, il est possible que la quantité de souffrance que vous ayez soit tellement trop intense que vous quittez votre corps. Et c'est pour éviter que l'âme ne quitte son corps, parce que si vous êtes arrivé comme on parlait, à un certain quota de souffrance, vous allez quitter définitivement votre corps. Parce que votre âme ne va pas pouvoir supporter l'excès. Et donc, les phénomènes de peur, c'est pour éviter justement de baisser votre vibration, et en baissant votre vibration, la vibration se rapproche de la matière et hop, clac, vous détachez. Parce que votre vibration ne peut pas descendre éternellement jusqu'au niveau de la matière. Elle est obligée de rester un petit peu je dirais pas en altitude, mais beaucoup plus aigu que la matière. Et automatiquement, votre corps magnétique fait le lien entre les deux. Et c'est lui qui se retire, c'est lui qui, quand vous avez de la spasmophilie, c'est le corps magnétique qui se retire et donc qui a tendance à laisser l'âme s'enfuir du corps tout en la retenant un petit peu. Et c'est ce qui donne ces sensations de fourmillement autour des visages, autour des mains, qui donne la sensation que le corps devienne trop petit, que les mains deviennent, que le corps n'arrive plus à maintenir tout notre être à l'intérieur. C'est ça la spasmophilie, ces crises de spasmophilie. C'est ce retirement de ce corps magnétique. Voilà, je ne sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave. Des questions là-dessus? En fait, ça revient à ce qu'on disait. On avait essayé de définir un peu l'intérêt de la peur. Tu te souviens quand on s'était vu, et que la peur était pour maintenir la vie. C'était voilà, donc ça colle avec ce que tu disais, donc pour éviter qu'il y ait un décollement de l'âme et du corps, quoi. Donc le fait d'avoir peur. Alors c'est pour ça que ça arrive même aux végétaux. Donc, parce que la peur est le garant que la volonté est toujours présente dans l'union entre la vie et l'être subtil. Soit l'âme, soit les systèmes d'âme, soit tout ce que vous voulez. Mais c'est toujours le garant. Au moment où vous avez plus peur, c'est que vous êtes mort. Un
un mort, il n'a pas peur. Ça fait une grande différence entre un vivant et un mort. Tout ce qui est mort n'a pas peur. On parlait des robots, ça n'a pas peur. Ben, c'est mort. Ça n'a pas de conscience. C'est un état d'intelligence, mais ça n'a pas de conscience. Et quand on tombe dans les pommes, des choses comme ça, vous savez, quand on a un gros choc, des fois, pouf, on tombe comme ça. Parfois, c'est simplement un petit décollement des états de conscience au niveau du corps mental. Parfois, c'est simplement un petit retrait, mais pas lointain. On reste quand même attaché. C'est un petit peu comme quand on part dans un rêve avec son corps astral. On n'occupe pas tous ces corps. C'est-à-dire qu'il y a tous les corps qui ne sont pas occupés vont rester à l'état libre et donc vont nous manquer, nous, dans notre état, et vu de l'extérieur, vont manquer aussi. C'est pour ça qu'on peut rester accroché dans un état mental et pas pouvoir se raccrocher dans un corps physique. On peut rester dans un état magnétique et ne pas arriver à raccrocher dans un corps mental, ce qui explique les comas. On peut arriver à avoir toutes les formes. Vous pouvez calculer, après vous amuser avec tous les corps que l'on a. Je ne sais plus s'il y en a 7, 8 là, ou 7, je crois. Et vous pouvez vous amuser à regarder qu'est-ce que ça ferait si je suis dans ce corps-là et que je ne veux pas atteindre l'autre corps. Qu'est-ce que ça fait par exemple, si vous restez dans un corps, je sais pas, dans un corps émotionnel, totalement dans un corps émotionnel, soit dans le rire, soit dans le pleur et la dépression, vous allez quitter votre corps. Et automatiquement, vous allez rester dans ce corps émotionnel. Et si vous n'arrivez pas à le reprendre, ben, vous restez en catalepsie pour les états psychiatriques de dépression. Vous pouvez mourir de rire parce que vous êtes resté dans un état de rire sans pouvoir récupérer votre corps physique. Vous avez des mouvements d'âme qui se font dans tous les corps qui font que vous pouvez avoir des états de mort apparente ou des états de mort réelle en allant vous balader dans un des corps que vous avez formé. Donc ça, c'est intéressant de réfléchir là-dessus pour ne serait-ce que comprendre un petit peu ce qui arrive aux gens qui sont autour de vous, quoi. Alors, je veux bien poser une question. C'est concernant le verbe de diffracter. Et il m'a été bien utile en fait. En fait, pour moi, si on voit les plans ou les corps comme traversés par de la lumière, ben, arriver sur des cristallisations qui peuvent être des croyances, par exemple, ça peut diffracter, ça peut partir en fait un angle va dévier et ça va nourrir des plans. Et du coup, j'ai l'impression que ce qu'on partage entre nous, c'est les fruits d'une auto-observation de comment ça se passe pour nous. Et j'aimerais t'entendre, Jean-Luc, du coup, par rapport à ta version du verbe diffracter et de ce que ça peut ramener des termes qu'il peut y avoir autour de l'alchimie aussi, comme transducter ou transmuter. Tu sais, moi je vais pas parler de mots de vocabulaire parce que souvent on utilise des mots au moment où on essaie de voir un phénomène et on voit un phénomène, on emploie un mot. Quand on voit qu'il y a certains mots, on ne sait même pas à quoi ça correspond et que l'individu utilise un petit peu des briques pour se protéger de choses qu'il ne comprend pas et qu'il utilise des mots parce qu'il il sait pas ce qu'il rencontre parce que bon rencontrer des phénomènes des plans et tout ça déjà les phénomènes de croyance c'est des phénomènes qui sont envoyés pour protéger notre corps contre des phénomènes de peur et pour nous obliger à être soumis à un phénomène de suivi
il y a un phénomène d'esclavage. Et donc, la majorité des mots, bon, qui sont, comme tu disais, diffractés. Moi, la diffraction, j'ai appris ça en physique, c'est tout. Et l'appliquer au supramental, je ne vois pas trop ce que ça vient faire ici. Parce que un mot comme diffracté, ça voudrait dire que quand j'ai quelque chose dans ma tête, j'en envoie à droite et à gauche. Quel intérêt? Aucun. Parce que dans la mesure où vous n'êtes pas directement en protection contre l'extérieur, ça veut dire que vous êtes asservi à l'extérieur. Jean-Luc, si je peux me permettre, je pense que comme on parle de lumière en général, je pense que c'est en rapport avec ça que donc les personnes qui utilisent ce terme, je ne sais pas à quel moment, mais c'est peut-être dans le champ lexical de la lumière. Donc après, je ne sais pas après de quel acabit exactement. Mais le champ lexical de la lumière, même le champ lexical de la lumière, je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça. Il faut employer des termes simples si vous connaissez la vie simple. Moi, je connais la vie simplement et j'emploie des termes simples parce que sinon, faire du supramental, c'est pas faire des choses compliquées. Faire du supramental, c'est faire des choses que tout le monde comprend, que tout le monde est à même de comprendre et de savoir. Et c'est pas justement en se cachant dans des termes très compliqués d'histoire de lumière, parce que les êtres lumineux, j'en ai rencontré, je sais ce que c'est qu'un être lumineux, et je ne rencontre pas beaucoup d'êtres lumineux. Donc, c'est difficile d'expliquer quelque chose qui me paraît un petit peu pas très utile. Mais franchement, regarde, par exemple, quand j'avais Bernard à côté, c'est un être lumineux, mais il n'était pas là pour ça. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est pas de se faire plaisir et de se faire mousser en disant je vois des êtres lumineux. J'ai rencontré des spécialistes de l'angéologie, des grands maîtres de l'angéologie. Bon, ben, ils se disaient des êtres lumineux. Je suis désolé, ces êtres ne sont pas des êtres lumineux, ce sont des êtres brillants, mais pas lumineux. Les êtres lumineux, vous n'aurez pas accès à les voir parce que, d'une part, ces êtres de lumière vont être alourdis et vont être obscurcis par les phénomènes temporels et les phénomènes astraux. Donc vous ne verrez pas d'êtres lumineux à proprement parler. Il faut aller dans un autre plan en dehors de la planète pour voir des êtres lumineux. Du coup, en fait, je comprends le questionnement de Maxime, et puisqu'en fait, quand on a commencé un peu à se conscientiser, c'est parti un peu comme un cône, c'est parti en s'élargissant, et automatiquement on a acquéri, alors pas dans l'idée forcément livresque, hein, mais c'est pour donner un peu une métaphore, mais on a acquéri un vocabulaire plus étendu, de par les termes qu'on entendait en conférence, dans différentes vidéos et tout ça, qui nous permettait de mettre le doigt quand même sur des choses, puisqu'on cherche à discerner les choses. Donc comme on disait, en plus la langue française est une langue avec beaucoup de nuances, donc forcément que petit à petit le vocabulaire s'élargit. Donc ça, c'est un fait, effectivement. Et après, je comprends complètement, puisque c'est ce qui m'est arrivé aussi de mon côté, c'est vas-y, on met tout ça au feu, mais sans que ça soit dénigratoire ce que je dis, mais du coup, après, on en revient à des trucs simples, comme tu disais, effectivement. C'est vrai qu'on devient simple. On redevient à faire des choses que tout le monde peut comprendre, et comme on avait déjà discuté avec quelques personnes, si ce n'est avec toi, ou peut-être dans le dernier live, on en revient à faire des choses simples, et quand on se comprend, pas besoin d'avoir de termes super techniques ou technologiques, mais tu comprends que forcément, en ayant élargi notre champ de vision, on acquiert du vocabulaire de plus en plus précis. Donc c'est pour ça que je venais un peu en renfort avec Maxime, parce que c'est vrai qu'on a appris des termes de plus en plus qui paraissent compliqués de prime abord. Ouais, quand je demande quelque chose au contact là-dessus, sur ces termes compliqués, ils me disent vous employez toujours toutes les choses que vous ne comprenez pas. On n'est pas là pour passer des examens, on n'est pas là à l'université que vous avez raté. On est là pour faire du supramental, c'est-à-dire faire quelque chose de simple. Le supramental, c'est simple. Penser, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est vrai, ouais. De poser une question à son contact, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est pas parce que vous allez employer des mots compliqués que vous allez être intelligent. C'est pas vrai.
L'intelligence, c'est un phénomène simple. Ce n'est pas un phénomène compliqué. C'est ce qu'on en emploie qui est compliqué. Je veux bien apporter quelques explications. C'est-à-dire que quand justement je me sens en train d'être vraiment intelligent, je sens par mon système nerveux, par mes corps physiques, et quand j'utilise des termes qu'on va retrouver en physique qui correspondent à des phénomènes liés à la lumière ou au son, quand j'étudie la biologie, la physiologie du corps, et ce qu'on découvre aussi sur le fonctionnement de la psyché, et la vie, comment est-ce que je me retrouve à être instruit depuis des années, des années, des années. Les modèles de physique ont percuté avec l'auto-observation que je fais du réel dans le réel. Et du coup, ça s'est construit petit à petit. La curiosité m'a amené à écouter des récits sur comment la description du vivant en soi se fait. Et du coup, j'ai trouvé que dans le supramental, certaines analogies se font et que c'est vraiment intelligent. Du coup, quand, par exemple, en pratique de yoga, avec des respirations, des visualisations, et que du coup, on a des sensations corporelles, quand la colonne vertébrale est redressée, il y a une certaine charge énergétique, une certaine tension électrique. Ça va entraîner et c'est entraîné par un cortège de phénomènes. Et au moment où il y a l'auto-observation du mental qui arrive sur un bug, ça diffracte. Et on peut voir, être témoin de ce que ça fait déjà en interne. Et ensuite, le vivre aussi en interaction avec d'autres personnes, et même avec des animaux, même avec des phénomènes mécaniques par des objets. Le fait de ça diffracte, pour moi, c'est vraiment du vécu. Voilà, donc je m'arrête là, mais pour dire que ça peut vraiment correspondre à travers un mot précis à quelque chose que quand on s'est entendu sur le lexique, justement, avec des amis, ça nous est pratique, ça nous est commode d'utiliser une certaine terminologie pour se dire des choses que quand on les a éprouvées, à l'autre, ça lui parle. Mais il existe toujours des mots pour les gens qui n'ont pas vécu l'expérience et qui ne vont pas voir ce que c'est que la diffraction ou que même moi, ce dont tu parles, j'ai pas vécu les modes de diffraction, de machin, de choses. Je ne suis pas le modèle qu'il faut évidemment suivre, mais ça, je ne l'ai pas vécu. Donc, ce mot, pour moi, n'a aucune résonance. Et donc, on va me l'expliquer peut-être d'une autre manière, et puis je vais dire, ah oui, ça, je l'ai vécu, ça, je l'ai vécu, ça, je l'ai vécu. Et la sémantique que vous utilisez à partir de plusieurs sur quelque chose, ça ne donne pas une réalité du supramental. Le supramental, c'est avant tout de la vibration, c'est avant tout de l'énergie, c'est avant tout utiliser de l'énergie vibratoire qui amène secondairement un état de conscience. Ce n'est pas l'état d'intelligence qui amène l'énergie. Non, non, c'est l'énergie qui amène l'état de conscience, l'état d'intelligence secondairement. Et donc, que ce soit un état de vision multiple sur quelque chose, à partir de quelque chose, à partir de formes, à partir de formes de gymnastique ou de formes de technique ou de respiratoire ou quoi que ce soit, c'est toujours une forme qui est adaptable à l'âme. Et tout ce qui est à partir de l'âme, automatiquement, se font dans un système astral, dans un système de manipulation. Et les effets de lumière que l'on perçoit, ça ne peut être que de l'énergie. Si c'est de l'énergie, à ce moment-là, l'énergie va mettre en ordre tout le système qu'elle rencontre, c'est-à-dire tout le système astral disparaît. Deuxièmement, à partir du moment où le système astral disparaît, elle commence à
à structurer les choses de façon à ce que ce soit unifié. Une fois que les choses sont unifiées, elle amène l'individu à avoir davantage de conscience de lui-même, mais va amener aussi à se poser la question sur qui lui a envoyé cette énergie. Et c'est là où on se retrouve seul avec notre contact et non pas dans un système de groupe. Et plus l'individu fait du supramental, et plus il est seul. Il n'est pas dans un système de groupe. Et les gens qui ont tendance à faire du discours avec d'autres pour les enseigner, c'est souvent des systèmes de groupe. Et tout système de groupe est un système pour aller plus vite, pour se parceler et non pas pour s'unifier. Et c'est en ça qu'il faut faire attention. Parce que dans la mesure où le supramental, c'est pas une secte, il faut sortir du système de secte. Il faut s'apercevoir que chacun est en formation, chacun est là pour essayer de corriger son état, et non pas de corriger l'état de l'autre, et non pas de lui expliquer. On ne pourra pas expliquer quelque chose qui vous arrive à quelqu'un qui ne le vivra peut-être jamais parce qu'il n'a pas la même vibration. On a tous des vibrations différentes, totalement différentes. Donc, dans la mesure où on a des marques, des empreintes différentes, on est tous des individus à qui il va falloir s'adapter les uns aux autres pour pouvoir échanger quelque chose. Et échanger une expérience, on ne peut pas échanger une même expérience, même si elle paraît similaire, on ne pourra jamais avoir la même expérience les uns et les autres du fait qu'on est totalement différents au point de vue vibratoire. Et donc ça servirait pratiquement à rien d'échanger un état d'expérience. On échange des techniques, on échange des moyens, mais il faut arrêter d'échanger des vérités. On est toujours en train, dans des groupes, d'échanger des vérités. Une vérité contre une autre vérité. Celui qui a la plus grande vérité a gagné. On en est là. Et ça c'est de la secte. C'est pas du supramental. Du supramental, c'est pas échanger des vérités, c'est échanger soit une forme de technique, soit une forme de réalité, mais pas des vérités. Je ne sais pas si je me fais comprendre là-dessus, parce que ça c'est vachement important. Ah si, c'est super. Par rapport à l'échange des vérités. Et regardez, entre vous, je ne parle pas dans le groupe supramental, je parle partout. On échange des vérités. Celui qui a la plus grande vérité a raison. Et on le suit. Voilà comment ça fonctionne, l'être humain. Mais c'est ça, ouais. En fait, je pense que, je ne sais pas, d'autres me diront... là en live s'ils ont saisi le truc, mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit souvent, des guerres un petit peu de vérité, et les gens moi ce que je comprends pas par exemple, c'est quand on discute et puis quelqu'un dit ça je suis pas d'accord, mais en fait je t'ai pas demandé si t'es d'accord ou pas, moi je te dis ce que moi je pense, et puis après on peut éventuellement échanger, mais du coup ça se polarise très très vite effectivement. Bon, en sortant de ça, pour revenir à ce que disait Jean-Luc, c'est vrai que ça c'est un truc qu'on voit plus on avance dans le temps, effectivement, c'est que c'est la vibration, effectivement. Moi j'ai eu du mal à comprendre quand on me disait ouais ça c'est la vibration machin, je comprenais rien, c'est quoi la vibration, c'est quoi les énergies, je comprenais strictement rien à la base, et puis en fait on se rend compte qu'on peut parler, on déconne bien et tout, c'est une vibration. Avec évidemment des gens un peu du même acabit, on se rend compte qu'on se partage des choses sans avoir voulu s'enseigner. Et là, c'est vrai que c'est ce que disait Jean-Luc par rapport au vocabulaire. C'est vrai que là, ça me permet de le revoir avec un œil encore un peu plus, une vision plus large. Dès qu'il y a beaucoup de vocabulaire, c'est vrai que ça fait doctrine, ou ça, même si c'est vrai, comme je disais, j'étais du côté de Max au départ, dans l'idée où les termes, nous se conscientisant, les termes deviennent de plus en plus précis et tout ça. Donc c'est vrai que ça nous fait voir une largeur et un panel un peu plus large sur la vie. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand il y en a trop, limite on peut sentir qu'on le vomit, parce qu'effectivement après ça devient des amis qui me disent mais j'écoute tes trucs mais j'y comprends rien. Donc c'est que c'est pas grave, on passe à autre chose. C'est comme on m'a demandé d'écouter qu'est-ce que c'était, quelqu'un qui
qui a entendu le message de Bernard et qui l'a recraché là. C'est je sais plus quoi. Je sais pas comment on appelle ça, pas une lecture, mais une canalisation. Voilà, une canalisation. Alors ça aussi, c'est une gigantesque bouffonnerie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand Bernard je peux vous assurer même que l'individu qui a fait ça, ou qui a dit ça, ou que ce soit une femme ou un homme, peu importe, n'a jamais eu contact avec Bernard, ne serait-ce qu'à côté de lui, de son vivant. Parce que la vibration que cet individu donnait vis-à-vis de quelqu'un de sensible entraînait automatiquement une brûlure. C'est-à-dire, par exemple, moi, quand il me téléphonait et qu'il était au Québec, de l'autre côté donc de l'océan, je sentais sa vibration dans le téléphone. Alors, imaginez un petit peu qu'il y ait quelqu'un qui vienne dire j'ai canalisé Bernard, ça veut dire qu'il a vécu la vibration et l'énergie de cet individu à travers son corps, ce qui signifie que l'individu, après ça, il est décédé. Parce qu'il ne peut pas supporter l'énergie d'un initié surtout libéré, en dehors du fait que lui-même soit intégré dans un autre plan. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un petit peu comme si on voulait mettre un moteur atomique dans un moteur à eau ou un moteur de véhicule. Ça va pas fonctionner. Ça va exploser. C'est pas une entité astrale. Une entité astrale, quand vous la canalisez, quand vous l'entendez, quand elle vous parle, vous la supportez, ça vous fait un petit peu froid, ça vous fait un petit peu chaud, ça vous fait une sorte de coussin chaud qui vous endort un petit peu. Ça, c'est de la canalisation astrale. Quand vous entendez quelqu'un de supramental, moi, je vous mets au défi, je vous fous devant moi, le gars qui canalise ce qu'il veut, Bernard et tout, je le fous devant moi, je fais baisser la vibration, je fais descendre son contact et je vous assure que dans les 3 minutes, il demandera assez. Parce que cette vibration, ce n'est pas une vibration agréable, ce n'est pas une vibration qui, pendant 2 heures ou 3 heures, va vous permettre de pouvoir vous rappeler d'une part ce qui s'est passé, ce qui, en général, n'arrive pas quand vous canalisez quelque chose d'une vibration supramentale, puisque dès que vous parlez avec votre vibration, 2 minutes après, vous ne savez même pas ce qui s'est passé, même pas ce qui s'est dit. Donc, si vous canalisez un gros canal comme était celui de Bernard, vous ne pourrez pas savoir ce qui se dit minute par minute. Donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit en face. Et je peux même vous assurer que pour avoir fréquenté Bernard, pour l'avoir eu pendant des heures et des heures et des heures, des jours entiers, pour m'être baladé à côté de lui, la vibration, c'est quelque chose qui va vous fatiguer, c'est quelque chose qui va vous brûler, qui va en quelque sorte, vous décapiter par moments. Mais en plus, vous aurez une telle suspicion, une telle vigilance vis-à-vis de l'individu qui est avec vous que vous n'allez pas pouvoir l'intégrer dans votre corps. Ça serait une affaire de suicide. Ça serait intégrer quelque chose qui peut vous amener un danger. Or, vous avez un corps qui, comme j'en parlais tout à l'heure, a un corps magnétique et qui va vous déclencher une peur. Et le fait d'avoir cette peur ne permettrait pas de pouvoir absorber la vibration de Bernard. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Maintenant, je ne sais pas si d'autres ont des idées.
Mais bon, je fais l'avocat du diable, mais vraiment vite fait, en quelques secondes. Mais du coup, la personne, bon, t'as peut-être écouté un peu, je sais pas. Moi, je l'ai pas écouté, on me l'a passé aussi, mais j'ai pas pris le temps. Mais qu'est-ce qui nous dit que finalement cette personne ne peut pas recevoir ça? Finalement, tu vois, je suis un peu. Parce que pour recevoir ça, il faut être rompu à la technique. Il faut être rompu au moins au supramental, être rompu à avoir des années et des années pour supporter la vibration. Et supporter sa vibration, c'est pas supporter la vibration de quelqu'un d'autre. Et supporter la vibration de quelqu'un d'autre, ça veut dire être à même de pouvoir absorber la vibration de quelqu'un d'autre. Absorber la vibration de quelqu'un d'autre, ça veut dire se faire posséder par quelqu'un d'autre. Se faire posséder par quelqu'un d'autre, ça veut dire être complètement soumis à des entités externes, sans savoir exactement qui c'est, par qui ça se fait passer, pour qui ça se fait passer. Et si c'est une entité vibratoire, elle ne va pas honnêtement rester dans l'individu en sachant les dégâts qu'elle peut causer. Si c'est une entité, je dirais, éthérique, elle ne va pas pouvoir rester honnêtement plus de 3 minutes chez quelqu'un, ou de 2 minutes même, parce que 3 minutes, c'est déjà 2 minutes chez quelqu'un, parce qu'elle va causer trop de dégâts. Et il n'y a que votre vibration que vous allez pouvoir intégrer. Pourquoi vous n'intégrez pas votre contact pendant une demi-heure? Pourquoi il ne vous parle pas pendant une demi-heure non-stop? Parce qu'il va tellement entraîner de dégâts, et de dégâts chez vous, sur une génétique qu'il connaît parfaitement, sur un contrôle qu'il connaît parfaitement. Et donc, il va essayer d'éviter de vous causer trop de dégâts. C'est Maxime à nouveau qui aimerait reprendre la parole, puisque je trouve qu'il y a vraiment un lien avec ce que je voulais aborder tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, quand je voulais parler des croyances, qu'on peut appeler aussi des cristallisations, à un niveau comme du minéral en nous, qui serait éclairé par la lumière. Mais en physiologie, on peut appeler ça des toxines aussi. Dans le système limbique, ça pourrait être des mémoires. Et au niveau ostéopathique, on sait désormais que les capacités cognitives sont très en lien avec les tensions au niveau des fascias. C'est des tissus qu'on a dans le corps qui font notre plasticité. Pour moi, là où on rejoint plutôt des notions, des échanges que j'aimerais avoir autour de techniques et de moyens, c'est que justement, si on identifie tout ça comme de la capacité nerveuse sur laquelle on peut se donner un entraînement par l'alimentation, par les endroits dans lesquels on vit, comment est-ce qu'on s'écoute, comment est-ce qu'on arrive à être assez fluide, en tout cas avec la façon dont les émotions vont être vécues, on est entraîné aussi à lâcher prise pour laisser passer de l'information. La question. Et comme ça se fait au fil des années, on est habitué à laisser passer plus ou moins. Je cherche pas à réagir pas tellement par rapport à la canalisation qui a été mise en ligne, qui serait soi-disant de Bernard. Ça, je laisse presque comme à chacun apprécier. Et puis, j'aime bien ce que dit Jean-Luc. C'est que c'est pour moi, en fait, ce sur quoi j'aimerais échanger ou avoir vos avis, c'est qu'actuellement, sociétalement, on est amené à faire des choix individuels et aussi des choix collectifs sur notre compréhension de la biologie et des rythmes de vie qui, justement, devraient être reconnus comme basés sur des universels, et que ce qu'on va appeler des niveaux de conscience ou des états de conscience, nous, on peut en avoir une auto-observation liée à comment ça se vit à travers le corps, qu'est-ce que ça réclame du coup comme approche du corps. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez Est-ce qu'il y a enchaîner là-dessus. Est-ce que ça peut être résumé en une question? Parce que des fois, moi, j'ai pas réussi à tout suivre. Est-ce que tu peux avoir une question? Non, je préfère que quelqu'un enchaîne s'il se sent appelé à réagir, on va dire, sur ce lien entre la physiologie et des expériences de conscience. Je vais simplement donner un petit truc là, puis je vais laisser les personnes répondre. C'est que quand vous avez un problème physiologique, vous posez une question à votre contact, il vous réglera le problème.
C'est-à-dire que moi, j'ai fait exactement ça. J'ai posé une question par rapport à la physiologie. Il a réglé le problème. Il m'a donné les solutions. Donc, il vous donnera les solutions. C'est aussi simple que ça. Parce que plus vous devenez conscient et plus vous aurez les solutions par votre contact. Si vous devez mourir bientôt, il ne va pas vous donner les solutions. C'est un petit peu comme quand Bernard n'arrivait pas à respirer, parfois il s'étouffait et qu'il demandait au contact qu'est-ce qui m'arrive, et que l'autre lui répondait tout est correct, tout est correct. Tout était correct, oui, pour l'amener à sa mort, ça c'est vrai. Donc, c'est fonction de ce qu'on attend, fonction de ça, on arrivera tous on arrivera tous au niveau où on doit arriver. Mais disons qu'on arrivera aussi, on peut y arriver d'une manière un peu meilleure. Donc, il ne faut pas se contenter de ce que le contact vous dit par rapport à ce que vous ressentez. Si vous ressentez malade, si vous ressentez pas bien, vous posez des questions à votre contact, il va vous dire exactement ce qui vous manque, ce qui ne va pas, ce qu'il faut comme modification, ce qu'il faut comme élément de modification. Et c'est en ça que, bon, ok, vous allez le payer, mais vous serez allé chez un médecin, et chez un bon médecin. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, posez des questions à votre contact, il vous répondra sur des choses fondamentales. Attends, je suis occupée là. Jean-Luc? Ouais. Est-ce que le supramental que tu nous expliques, tout ça, est-ce que c'est pas fait justement pour petit à petit sortir de toutes ces techniques-là, puis toutes ces... comment je dirais, toutes ces... tout ce qui est l'environnement, le bien manger, tout ça, c'est tout bon, ça, je comprends ça, c'est intelligent. Mais est-ce que le supramental ne nous amène pas justement à regarder ça autrement que collectivement? Si, ça amène à voir les choses d'une manière plus individuelle, plus pure, moins collective, parce que si on regarde bien le collectif, c'est l'industrialisation. L'industrialisation, c'est mettre des produits dans notre alimentation, c'est faire de l'élevage pour tuer des animaux, pour nourrir les individus, alors que vous n'avez pas besoin de ça, c'est pour être nourri à outrance, c'est pour faire de la publicité, c'est pour faire de l'argent, c'est pour faire un tas de déséquilibres qui font que l'individu qui va être dans le supramental fondamentalement va pas avoir besoin de tout ça, il va avoir besoin de se nourrir quand il en a besoin. Il va avoir besoin, mais en quantité modérée, mesurée. Il n'aura pas besoin, à un moment donné, de gourmandise parce que il ne va pas avoir besoin d'excès. Il ne va pas avoir besoin de déborder, de se pousser à davantage manger de sucre ou de chocolat pour compenser quelque chose, parce qu'on compense toujours un phénomène psychologique. Mais l'individu qui s'amène à faire du supramental un état de conscience va être plus dans son état de conscience que dans son état de désir. Son état de désir progressivement va être donné au contact pour nourrir son contact. C'est un petit peu comme quand je disais, il faut payer le contact, les questions à son contact, vous les payez avec vos désirs, vous les payez avec vos espoirs, vous les payez toutes ces énergies que vous avez à droite et à gauche qui servent à rien, vous allez les échanger, ça vous sert de monnaie d'échange. Par exemple, quand vous avez un espoir d'avoir une super voiture, vous
super, la super voiture qui est sortie, vous avez envie d'avoir ça, etc. Si vous posez beaucoup de questions à votre contact, votre envie, elle va disparaître. Vos moyens, ils vont disparaître. Quand vous faites du supramental, vous allez avoir votre argent, il va disparaître à un moment donné. Vous allez avoir vos envies particulières d'être en couple ou d'être avec votre famille, et tout ça, ça va disparaître. Il va falloir le payer. C'est comme ça qu'on le paye. Tu comprends, Julie? Oui, 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 oui. Donc, c'est bien de manger bio, c'est bien de faire des formes de techniques pour amener son corps à traiter. C'est bien de faire de la respiration, c'est bien de se plonger dans l'eau froide, c'est bien de faire tout un tas de choses comme ça. Il n'y a rien qui soit mauvais. Ça amène toujours d'abord à avoir une mesure et deuxièmement à bien être lucide sur ce que l'on fait. Et ensuite, s'apercevoir qu'il n'y a pas que ça dans le système. Il n'y a pas que le corps physique qui est important. Il n'y a pas que le corps émotionnel qui est important. Disons, ça ne sert à rien d'aller voir sans arrêt des films ou du théâtre, etc., pour faire jouer son corps émotionnel ou de rencontrer sa petite amie, parce qu'au bout d'un moment, sa petite amie, ce qu'elle va vouloir, c'est plus échanger au lit, mais c'est échanger en dehors du lit. C'est-à-dire essayer de comprendre ce qui se passe, de voir ce qui se passe, de vous interférer, de vous amener des choses. Et quand elle vous amène des choses, vous allez vous dire « Ah ouais, ça c'est intelligent, ça c'est bien, ah ça c'est bien ». Puis vous allez vous apercevoir qu'en fait, l'individu que vous avez en face, c'est pas tellement la petite amie que vous aviez sautée au début, c'est essentiellement l'individu qui est parfois plus intelligent que vous et qui va vous amener des tonnes et des tonnes d'informations où c'est à vous à utiliser pour pouvoir construire votre vie. Comme vous allez lui donner des tonnes et des tonnes d'informations pour qu'elle construise sa vie. On est là pour construire nos vies, pas pour construire une vie de couple. On vit une vie en couple, pas une vie de couple. Intéressant, ça. Mais notre corps physique ici, il faut qu'on s'en... Tu comprends? Il faut qu'on s'en occupe. Ouais. Il faut qu'on s'en occupe de notre corps parce que c'est lui qui va nous transporter jusqu'au moment où on va finir, mais il faut qu'on soit dans le mieux-être. Pas dans le bien-être, mais dans le mieux-être. C'est-à-dire que si vous êtes diabétique, il faut que vous équilibriez votre diabète et pas que vous finissiez comme une loque à la fin de votre vie. Il ne faut pas que vous finissiez avec les jambes, les pieds, les jambes coupées, les orteils coupés, la vue qui a disparu, avec des acouphènes à plus pouvoir entendre. C'est pas intelligent. Donc les gens qui ne respectent pas leur corps, quelque part, c'est un petit peu comme pas respecter les moyens que vous avez de téléphoner. Donc, pas respecter son téléphone pour pouvoir téléphoner à quelqu'un. Si vous voulez continuer à téléphoner à quelqu'un, il faut respecter son téléphone. Là, si vous voulez continuer à fonctionner avec votre corps physique, il faut s'en occuper. Mais il ne faut pas que ça devienne une préoccupation qui occupe votre vie en permanence, qui soit à 80 à 90% de votre vie. Il y a beaucoup d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui fait que des fois, tu vis une condition physique, tu sais ce que tu devrais faire, mais tu n'as comme pas la puissance de faire tout ce qu'il faut pour. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Disons que on va imaginer qu'on perde tous les jours une brique de notre château. Et on sait que le programme veut que le château doit être détruit à la fin. On sait que ce qu'il faudrait faire, c'est remettre les briques pour pouvoir maintenir le château encore en état.
mais le programme vous amène à faire une sorte de glissement et en même temps à chasser la volonté dans ce mouvement. Et le fait de plus avoir cette énergie qui est la volonté entraîne une perte de votre vie. C'est-à-dire que si vous perdez une partie de volonté, vous laissez partir une partie de vie. Et on s'aperçoit que s'occuper de son corps, on n'arrivera jamais à le récupérer comme on l'avait une heure auparavant. On le récupérera en l'empêchant d'être plus malade, éventuellement 2 heures après, quoi. C'est toujours moins que ce que ça devrait être, mais c'est jamais un retour en arrière. Mais qu'est-ce qui coupe cette puissance-là de faire tous les mouvements possibles pour être mieux? Ben, c'est notre programmation, c'est le fait de savoir qu'on part sur une forme de glissement. À partir du moment où on est, on part sur une forme de glissement jusqu'à la mort. Donc, on part sur une forme de programme. Ce programme, soit on l'utilise par moment, soit on le parcelle et on l'utilise par moment et on utilise notre espace supramental en dehors. Mais ces moments de programme font qu'on suit le programme. Donc, on est dans un bus ou dans un train qui nous amène directement vers une gare. On n'est pas en voiture où on peut éventuellement passer de l'autre côté, s'arrêter dans un champ ou voir des choses. On est assisté. Quand on est dans le programme, on est des êtres assistés. Quand on est dans la conscience, dans le supramental, dans l'état d'être-té, on est des êtres qui sont pas assistés, mais dirigeants. Et à ce moment-là, fonction de l'état dans lequel vous êtes, si vous êtes assisté, si vous êtes dirigé, vous n'avez pas besoin d'avoir une motivation avec une volonté. La volonté amène toujours une énergie dans une direction. Là, on vous tire dans la direction. Donc, vous n'avez pas besoin d'un effet de volonté. Vous avez besoin que d'un effet de suivi, que d'un effet à vous laisser glisser. C'est la programmation. Quand vous êtes dans un effet de conscience et de vouloir fonctionner indépendamment de tout ça, à ce moment-là, vous avez la nécessité d'avoir de la volonté, vous avez la nécessité de dépenser de l'énergie, vous avez la nécessité de lutter contre ce qui se passe en travers de votre passage, vous dépensez beaucoup d'énergie, beaucoup d'états de conscience et d'intelligence pour pouvoir avancer. Et c'est totalement différent ces deux états. Mais ces deux états, ils doivent y être. Parce que si vous vous laissez progressivement tirer par votre programme, ok, vous allez terminer votre programme, mais ce qui va se passer après, on va vous laisser peut-être, on va dire, 5 à 10 ans tranquille, et puis ensuite on va vous faire mourir, puis ce sera terminé. Si vous voulez faire un petit peu de mental ou d'avoir un état de conscience autre, dans les espaces qui vous seront allégués pour pouvoir faire du mental ou faire des connexions, etc., vous aurez un espace qui vous permettra de mettre en œuvre une partie de votre vie pour vous. Et votre programme sera étiré. Ce qui voudra dire, si vous préférez, que les 10 ans que vous auriez dû vivre après votre vie et que vous ne pourrez pas vivre pour faire du supramental, parce que ce n'est pas à 90 ans qu'on va démarrer le supramental, on fatigue un petit peu, quoi. On n'a pas la même énergie. Mais à partir du moment où vous étirez votre programme, vous allez pouvoir faire du supramental pendant toute votre vie et évoluer toute votre vie tranquillement, sans choc traumatisant, sans avoir besoin de vous dépêcher, sans avoir besoin de vous accélérer, et vous allez avoir un ralentissement de votre temps global.
Mais tu sais, comme tantôt, tu prenais l'exemple, je reviens là-dessus parce qu'il y a une nuance que je n'accroche pas, là. Comme tu parlais du diabète, bon, tu sais, le diabète, il faut que la personne mange bien en tout temps parce que non, c'est pas bon, blablabla. Mais si la personne n'arrive pas à faire ça tout le temps, c'est qu'est-ce qui empêche cette puissance-là de faire tout ce qu'il faut pour soi-même? Quand la personne s'occupe de son diabète, c'est un petit peu comme si elle avait un corps beaucoup plus large. C'est-à-dire que ce soit les piqûres d'insuline ou les médicaments antidiabétiques oraux, c'est un petit peu comme si l'extérieur était beaucoup plus large. Donc, elle s'occupe d'un état beaucoup plus large parce qu'elle a peut-être, dans une autre vie, elle s'est occupée essentiellement d'elle-même dans un sens de laisser mourir les autres, un petit peu comme une forme de karma qu'il a fallu vivre et qui était intégrée dans sa programmation. Et donc dans sa programmation, maintenant, il faut qu'elle vive ça. Parce que l'époque où elle a vécu à ce moment-là était un système de groupe. Donc on ne parlait pas de supramental, on ne parlait pas il fallait parler de groupe. Donc on parlait de groupe. Et on était un système de groupe. Et là, maintenant, elle vit avec de l'extérieur. Et c'est le diabète qui permet de faire vivre l'individu dans un système extérieur. Donc, il doit être beaucoup plus large et être beaucoup plus ouvert sur l'extérieur. C'est une forme d'ouverture de l'individu vers l'extérieur. Je ne me rappelle plus la question. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce qui empêche d'avoir la puissance de faire ce qu'il faut? Parce qu'on sait fondamentalement qu'on ne se guérira pas. Parce que si tu veux guérir ton diabète, il faudra faire une transplantation de pancréas. Pour l'instant, l'événement est trop grave, trop important, trop traumatisant pour avoir besoin de faire ça pour son diabète. Ton diabète, pris au début, tu le traites comme si c'était comme si dans ta main ou le matin, tu avais un deuxième pancréas. Et donc, tu te piques comme si c'était un deuxième pancréas. Tu prends en assistance ton corps que tu as peut-être négligé dans une autre vie. Et tu es obligé de t'occuper de ton corps. Parce que si tu t'occupes pas de ton corps, en fait, c'est parce que tu veux trop t'occuper de ton mental ou trop t'occuper. Tu sais, il y a tout un tas de choses qui sont applicables à certains individus. Les individus qui ne sont pas assez occupés d'eux-mêmes, des individus qui sont trop restés dans le mental, des individus qui... C'est applicable à chacun. On peut pas cibler pour chacun ce qu'il y a à faire de bien ou de pas bien. C'est chacun qui doit s'occuper de lui-même pour s'amener à être correct. Après, le fait qu'on a tendance à laisser tomber un petit peu de temps en temps, c'est en fait ta question, pourquoi on laisse tomber de temps en temps? Pourquoi on en a plein le baba d'être obligé de s'occuper de soi sans arrêt, et que ça finira pas? Parce que justement, des fois, on sait que ça finira pas, donc on est fatigué, on est épuisé de s'occuper de soi parce que on n'en voit pas le bout et ça n'amène pas du plaisir. Ça amène qu'un état d'équilibre, mais ça amène pas de plaisir. Le fait de se piquer le matin avec une seringue d'insuline, ça amène pas du plaisir. Ou alors vraiment, c'est qu'il y a un autre problème. Ouais, Julie, dans la question que tu avais, ça me faisait penser à ça, et c'est une sorte de culpabilité, de manque de volonté. Est-ce que c'est ça? Enfin, moi, je vois comme ça, parce qu'en fait, ça m'est arrivé aussi. On sait que, de par ce supramental et tout le bazar, on parle de volonté, on parle de plein de trucs pour se sortir pour avancer, quoi. Et des fois, c'est vrai qu'on est dans des situations où on a l'impression que, du coup, on se tape une culpabilité parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de volonté pour sortir de notre état. Et du coup, voilà, c'est en boucle ce que je dis, mais du coup, ça nous amène une culpabilité. Et c'est vrai que, bon, du coup, je sais pas, la réponse, Jean-Luc disait qu'on est dans le programme, donc du coup, enfin, on subit,
pas forcément à fond, mais on subit un peu le programme. Donc mine de rien, on glisse sur cette programmation, ce qui est aussi, on a pu le dire à d'autres moments, c'est aussi un super support de temps en temps pour se reposer. Mais je comprends carrément ce que tu dis, parce que ça c'est un truc qu'on a entendu en discutant avec plein de gens. C'est vrai, on culpabilise, on a l'impression qu'on n'a pas de volonté. Alors évidemment, on se dit qu'on n'a pas de volonté parce qu'on se fait un comparo par rapport à quelqu'un qui est à côté ou qu'on connaît, qui lui se targue d'avoir beaucoup de volonté. Donc des fois, ça nous fait un effet miroir. Bon, on sait qu'on n'a pas à se comparer. Mais c'est vrai qu'intérieurement, des fois, on se dit, putain, j'arrive pas à sortir de ça. Donc Jean-Luc répond par le fait qu'on est quand même, mine de rien, sur un programme. Donc du coup, on glisse dessus. C'est ce qui peut paraître comme n'étant pas de la volonté. Mais du coup, Jean-Luc, je peux peut-être rajouter quelque chose. Tu as des gens qui ont eu des maladies et qui s'en sont sortis. Ils en parlent. Je te sors les deux trucs. Il y en a qui disent, d'ailleurs peut-être toi ou Bernard ou d'autres personnes, on peut dire que voilà, la maladie fait partie du programme, effectivement, parce que ce sont des combats qu'on a à gérer ou à doser. Et en même temps, des personnes qui s'en sortent et ils nous racontent, c'est la volonté. Donc là, du coup, tu vois, je remets un peu en balance le point de vue la réponse que tu as donnée à Julie. Donc la volonté... Bon, je suis pas... Ouais, alors, la maladie, faut savoir si c'est une maladie chronique ou pas. Il y a plusieurs types de maladies. Bon, les maladies chroniques, c'est pas du tout les maladies aiguës. Les maladies aiguës, ce sont des appoints qui sont donnés à nos corps de façon à ce que les uns rattrapent les autres. Vous avez plusieurs corps qui vont à différentes vitesses. Votre corps mental est toujours en train de réfléchir. Votre corps émotionnel peut avoir eu des chocs émotionnels, ou peut trop rire ou trop pleurer. Votre corps physique peut être fatigué. Votre corps astral peut ne pas avoir assez dormi ou avoir trop dormi, etc. Et ils ont parfois tous besoin de s'harmoniser, c'est-à-dire de pouvoir s'harmoniser, c'est échanger l'énergie. Une même énergie peut passer d'un corps à l'autre. Et pour que ça passe d'un corps à l'autre, il faut que l'harmonie vibratoire soit unie dans la majorité des corps. Si il y a quelque chose qui n'est pas uni, automatiquement, ça entraîne des amas d'énergie dans un corps qui ne peut pas passer dans l'autre. Si ça ne peut pas passer dans l'autre, ça ne peut pas s'équilibrer. Si ça ne peut pas s'équilibrer, on va tomber malade. Et si on tombe malade, c'est uniquement pour qu'une forme d'énergie puisse aller dans le corps mental ou dans le corps émotionnel, dans le corps physique ou dans, peu importe, dans un des corps. Et ce qui se passe, c'est que vous avez un phénomène comparatif dans le programme qui fait que vous avez une image miroir de votre état qui doit se superposer avec ce que vous êtes. S'il y a quelque chose qui est trop en avance ou trop en retard, automatiquement, ça va entraîner un effet de mauvaise superposition entre l'effet miroir du miroir du programme et votre état. Ce qui signifie qu'au moment où vous allez avoir le programme, vous n'allez pas pouvoir être adapté à votre programme. C'est toute une alchimie qui n'a pas été décrite parce que il faut avoir du temps pour décrire ça, mais imaginez que vous avez, je ne sais pas moi, que vous devez avoir, on va prendre quelque chose de bête et de simple. Imaginez que vous deviez avoir les ongles longs, ok? Donc il y a une image qui vient de votre futur avec des ongles longs. Elle arrive sur votre corps et puis les ongles ne sont pas longs. Et dans votre programme, il est dit, vous devez avoir les ongles longs pour qu'on puisse mettre du vernis. Hein? On essaie de faire simple. Votre miroir arrive et puis montre que vous n'avez pas les ongles longs. Donc, votre miroir de votre programme va dire à votre programme, arrêtez le programme pour l'instant, il n'a pas les ongles longs. On va les faire tomber malade, vous allez tomber malade, vous n'avez pas la possibilité de vous couper les ongles parce que vous serez allongé, immobilisé, paralysé ou en réanimation. Par exemple, avec le Covid, vous aurez les ongles qui vont pousser. Quand vous allez sortir de là, vous aurez les ongles qui seront longs et le programme va pouvoir reprendre. Il va pouvoir se superposer. Voilà, je simplifie l'affaire, mais c'est comme ça que ça se passe. Ce sont les maladies aiguës. Après, les maladies chroniques sont en accord avec le programme. Il ne faut pas qu'elles soient trop rapides, il ne faut pas qu'elles soient trop lentes.
Donc, il faut qu'elle soit toujours mesurée. Et c'est pour ça qu'il faut s'occuper en permanence de ces maladies chroniques qui doivent s'ajuster sans arrêt avec le programme. Voilà. Intéressant, merci. Des questions pour les personnes qui sont là? Moi, j'ai rien pour enchaîner là, particulièrement, pas de questions. Je trouve que le fait de la maladie, c'est quand vous êtes malade, essayez de vous poser la question pourquoi je suis malade? Qu'est-ce que c'est qui est en retard sur mon corps? Où ai-je été trop rapide? Où ai-je été trop lent? Quel est le corps qui a été trop lent, trop rapide ou trop... Et évidemment, vous allez trouver des moyens pour des techniques de gymnastique, des techniques de forme, des techniques de respiration pour pouvoir ajuster vos corps. Et vous allez vous apercevoir que, tiens, c'est vrai que j'ai pas écouté de musique ça fait 2 ans, j'ai pas vu d'amis depuis 3 mois ou 4 mois. Hein. Donc pour échanger des mouvements, des idées. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a toujours un corps qui est resté un petit peu à la dérive, un peu en retard. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes ces énergies qui tombent, elles tombent généralement sur le corps physique. Pas parce que c'est lui qui bloque. C'est l'élément bloquant. C'est l'élément de matière. C'est l'élément bloquant qui va vous empêcher d'aller plus loin. Et c'est lui qui, souvent... qui est visé par les mécanismes de maladies chroniques, que ce soit le diabète, les mucoviscidoses, que ce soit les handicaps, que ce soit la majorité des maladies endocriniennes, que ce soit la majorité de tous ces systèmes-là, font qu'on se donne les moyens de récupérer et de rattraper notre corps physique et pour le mettre en harmonie avec les autres corps. Si par exemple vous prenez pour faire en sorte que le corps soit distancé, vous allez prendre des comprimés pour retarder, à un moment donné vous allez le payer. C'est toujours pareil. On met en attente des phénomènes d'énergie. Et puis, au bout d'un moment, cette énergie va s'éclater, va se récupérer. On ne peut pas, dans notre monde, dans l'état dans lequel on est, retenir de l'énergie. Ce n'est pas possible. Donc, comme on disait, les maladies quand on tombe malade, ça permet aux autres corps de rattraper. C'est ça. Ouais. On avait dit ça. Donc, il y a plusieurs émontoires qui doivent par exemple, que ce soit l'émontoire du poumon ou l'émontoire des reins ou l'émontoire hépatique vont permettre d'évacuer tout ça. Ce sont les 3 émontoires qui vont évacuer toutes les saletés que vous avez accumulées en faisant en sorte que vous avez mangé rapidement. Par exemple, vous avez pris des sandwichs avec avec des nitrites dedans, il va falloir les évacuer. Donc, vous avez pris ça parce que vous étiez pressé, parce que vous ne vous occupiez pas de votre corps à ce moment-là. Et là, comme vous êtes tombé malade, que vous avez des polypes, ou vous avez des trucs, clac, vous allez vous apercevoir qu'il va falloir vous en occuper. Donc, vous allez faire votre coloscopie, vous allez faire votre truc, et puis là, vous allez vous apercevoir que vous allez devoir prendre faire un petit jeûne hydrique pour pouvoir évacuer le côlon, et puis vous allez vous apercevoir qu'il faut s'en occuper. Et puis après, vous aurez récupéré votre mouvement, et hop, vous partirez, vous serez nickel, en harmonie avec vos corps. L'objectif de l'individu, c'est d'être en harmonie avec lui. C'est pas d'être dans le bonheur, c'est d'être en harmonie avec ses corps. D'être en harmonie avec ses corps, ça veut dire que le premier choc que vous prenez, vous allez pouvoir vous le dispatcher parce qu'on est adapté à notre programmation par rapport au choc que l'on reçoit et avec nos corps que l'on reçoit. Si on a des corps qui sont défectueux, parce qu'on ne s'en est pas occupé, parce qu'on n'a pas voulu les confronter avec l'énergie qu'on allait recevoir, automatiquement,
on va en prendre plein la tête et on va se déséquilibrer. Donc, ouais, je voulais dire, donc finalement, moi je pensais en tant que petite maladie comme une grippe ou quelque chose qui m'arrête et qui me met 2 semaines au lit. Moi je vois ça comme un rattrapage des corps. Effectivement, je comprends bon, qu'il y a une espèce de holà qui a été qui a un stop quoi. Et mais bon, je m'en plains pas. Mais par contre, quelqu'un qui a des maladies qui sont là pour toute la vie. Donc finalement, dans tous les cas, c'est un dosage d'énergie pour faire, parce qu'on est là, c'est vrai que là, si on sort un petit peu, on se dézoome, on est là pour faire évoluer l'esprit. Donc finalement, la personne, toute sa vie, doit se doser, donc gérer ses énergies, quoi. C'est la même chose. Pour être, comme tu dis, en accord permanent, le plus en accord possible, quoi. Pas oublier de faire les piqûres à telle heure, etc. De manière à tout le temps conserver son état de vie, quoi. Donc c'est un dosage, mais parce que souvent, effectivement, la maladie, et c'est normal quand on vient de l'apprendre, quand c'est quelque chose qui tend à être grave, ça peut mettre un coup, puis là, l'émotionnel, l'astral, tout ce qu'on veut s'y met. Mais en gros, là, le fait d'en parler comme ça permet effectivement de voir qu'on est, comme tout le monde, à gérer des énergies. Même si c'est compliqué, que ça paraît plus dur, mais chacun voit midi à sa porte, comme on dit, quoi, donc doit doser, quoi. Je peux apporter un avis, enfin une précision. Bien sûr. Pour moi, en fait, énormément de maladies sont le fruit aussi d'une très très mauvaise gestion des émotions qui passe justement par le système endocrinien et qui vient percuter le corps. Et lorsque le corps est fortement percuté, ben, les organes s'affaiblissent et ça peut provoquer des maladies. Donc il y a quand même aussi, certes, la maladie génère des émotions, mais à l'origine, il y a beaucoup d'émotions qui génèrent les maladies aussi. Même les cancers. Ouais, beaucoup d'émotions génèrent de maladies parce que l'émotion, c'est le premier émontoire qui est utilisé par le corps pour distribuer l'énergie. Si vous avez un choc, vous allez d'abord soit en rire, soit en pleurer. C'est le premier choc qui va faire déjà évacuer un petit peu d'énergie pour pas avoir à tout absorber. Ensuite, vous allez le prendre au niveau de votre corps mental, c'est-à-dire vous allez essayer d'intégrer ce que vous avez appris, et quand vous l'aurez dans le mental, vous allez essayer de le séquestrer, c'est-à-dire vous allez essayer de le mettre dans un petit coin de votre mental pour pouvoir continuer à faire fonctionner le restant de votre mental. Ça fait que ce petit coin de choc, il va toujours être là, mais toute cette énergie va toujours être là, mais vous allez essayer qu'il ne vienne pas vous perturber dans la journée et dans vos états de conscience. Et puis, vous allez le balancer au fur et à mesure dans le corps astral pour pouvoir essayer de le gérer. Et donc, vous allez essayer de dormir et d'équilibrer toutes vos cellules, vos quantités de cellules, parce qu'on ne va pas parler de cellules à proprement parler, de neurones ou de choses comme ça, mais on va parler de quantité de mouvements cellulaires qui vont s'équilibrer avec votre corps astral de façon à ce que ce soit absorbé dans l'astral pour pouvoir faire un autre phénomène actif vis-à-vis de ce phénomène passif qui a été le choc. Ensuite, vous allez le prendre dans votre corps physique et qui lui doit s'harmoniser avec ce qui doit vivre pour supporter tout ça. C'est-à-dire que vous allez faire de l'exercice, vous allez courir, vous allez casser des objets, vous allez essayer de voir où c'est que vous allez pouvoir faire sortir cette énergie qui était un petit peu en trop. Et si vous n'arrivez pas, il va falloir l'absorber. Et que cette énergie va être absorbée par des cellules. Ces cellules vont avoir un excès et vont casser un petit peu leur régime génétique. Ils vont casser leur système de croissance multiplicative et vont commencer à avoir des noyaux un peu disharmoniques. Et vont développer
des petites cellules cancéreuses qui, normalement, vont être stabilisées par d'autres parties de votre corps qui sont là pour les tuer et pour les rendre totalement inefficaces. Donc, en général, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous équilibrer. Mais si vous continuez à rester dans le même mouvement, l'émotionnel, à la fin, va vous tuer. Alors, il y a un Il n'y truc a pas de problème là-dessus. il y a un truc que je trouve marrant. Et pardon, Julie, ouais, si tu voulais parler tout à l'heure. Ok, ouais, juste alors vite fait, c'est marrant, j'ai vu une boucle là. C'est vrai que quelqu'un apprend quelque chose de grave donc qui va concerner la maladie. Effectivement, bon, on va prendre le côté plutôt choc qui fait pleurer. Ensuite, tu disais que ça passait vers l'esprit, enfin non pas l'esprit justement, mais le mental ou l'intellect. Et donc au départ, on prend le coup, on pleure. Ensuite, bon, comment je vais me démerder avec ça? Donc là, il y a plutôt l'intellect. Et après, quand il n'y a plus de solution, entre guillemets, les gens se tournent vers Dieu, quoi. Un peu en mode prière et astral. Du coup, est-ce que... donc j'ai l'impression que ça a l'air d'être une boucle traditionnelle. Est-ce qu'il faudrait bypasser, donc passer à côté de... court-circuiter l'astral comment on pourrait faire pour aller dans l'esprit pour que ça soit lui presque, peut-être que tu vas me dire c'est n'importe quoi, mais c'est ce qui me vient en tête, pour que ça soit lui qui donne les informations au corps, parce que c'est ça, après tu disais qu'après on retournait au corps, faire de l'exercice et tout ça pour améliorer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, donc émotionnel d'abord, ensuite ça passe dans l'intellect, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, et ensuite des gens vont shifter tout de suite, c'est Dieu seul qui va, qui va me gérer ça, et donc là on est dans l'astral. Qu'est-ce qui pourrait être... Est-ce que ça serait intéressant de trouver une technique ou quelque chose qui fasse qu'on shift sur l'esprit pour qu'après l'esprit, lui, comme apparemment c'est ce qu'on entend, il reprogramme les cellules, il reprogramme les corps, ou du moins il donne des informations, des pulsions pour que ça aille dans le corps et que ça le guérisse finalement. Et bien qu'est-ce que c'est qu'il faut quoi? Moi, je veux bien apporter ma contribution, si Richard, Oui, vas-y. Bon, ce que je trouve de formidable déjà, c'est que, en tout cas de mon côté, je vois vraiment une continuité entre ce que j'ai voulu aborder à travers la transmutation, la diffraction et le côté physiologique. Et puis en fait, par la thématique de la maladie, on est en plein dedans. C'est super qu'on aborde la question des émotions. Et du coup, il y a une technique que j'ai appris en 2018 qui s'intitule soit la transmutation émotionnelle, soit l'alchimie émotionnelle. Et en fait, ça consiste à ne pas chercher à accompagner ce qui est à se produire avec le mental. Et donc, en fait, on s'installe confortablement, on va dire, en sécurité de comportement qu'on aurait à tenir. Donc, il ne s'agit pas de conduire, il ne s'agit pas d'avoir à répondre à des commandes demandées par des personnes autour de soi. Et là, on se demande à soi-même de rentrer en contact avec l'émotion. On se dit oui vraiment pour aller la vivre, pour la vivre. Et on demande à ce qu'elle soit vécue par le corps, par des sensations. Et on ne cherche pas à attribuer de cause particulière. C'est-à-dire l'émotion survient et on désidentifie le déclencheur de l'émotion à d'où est-ce qu'elle provient. Et on demande que le corps accompagne par une modification du rythme respiratoire, par des tremblements si c'est des tremblements, c'est-à-dire que chacun va découvrir que par un mode de lâcher prise, il y a un système automatique du corps qui va libérer cette énergie. Et ce qu'on demande quand on est à côté, quand on apprend, quand on le fait en binôme, on accompagne la personne qui se laisse aller comme ça à conscientiser ce qui se passe. Conscientiser n'est pas du tout contrôler, hein. C'est avoir donné son feu vert au système automatique et ensuite observer ce qui se produit. Et on est là pour rassurer, c'est-à-dire avec des phrases comme « ne bloque pas ». Oui, c'est très bien, laisse faire. Tu peux laisser continuer comme ça. Là, qu'est-ce que tu es bien en contact avec tes sensations? Ok. T'en es où?
Et en fait, on accompagne jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça se pose. Tu parles Et d'acceptation, hein, c'est ça? Alors, il y a de l'acceptation et il y a de l'homéostasie, c'est-à-dire que il y a aussi ne pas accepter, mais tu ne t'interposes pas et que tu laisses faire le job qui a besoin de se faire, c'est-à-dire que c'est des fonctions instinctives qui prennent le relais et en fait, ça décristallise ça. C'est-à-dire que tu sais pas pour combien de temps t'en as parce que c'est comme si c'était une émotion en cache une autre et en fait, tu es parti d'une toute petite émotion et le fait que l'énergie soit libérée et que tu sois en capacité de soutenir consciemment ce qui se passe, ça crée un courant que s'il y en a d'autres qui doivent passer à ce moment-là, ben, il y en a d'autres qui passent. Et tu laisses le processus se poursuivre jusqu'à arriver au moins à de la sérénité. Alors des fois, ça fait passer par des sensations fortes momentanément. Et puis, ça peut être aussi comme un fou rire, d'être sorti de ça, d'avoir été traversé par des énergies très très puissantes et qu'on n'était pas identifié. Et ça fait une sorte de contre-coup qui est vraiment comme paradoxal par rapport à ce qui avait été refoulé ou ce qui aurait été refoulé si on n'avait pas vécu le processus. Et là, l'énergie, elle est répartie, elle est équilibrée. Et ça conduit à avoir l'intuition exacerbée, beaucoup plus libre derrière. C'est-à-dire que quand le mental revient, c'est un mental qui est purifié, décristallisation qui auparavant l'aurait empêché de fonctionner de façon optimale. Et Jean-Luc? c'est un témoignage. Ouais. Jean-Luc, ce qu'on appelle nos centres d'énergie ou chakras, est-ce qu'on peut se servir de ça pour, je dirais, balancer notre corps ou notre corps physique ou les autres corps aussi? Ben, en théorie, oui, si tu sais où ils sont, si tu les sens. Parce que si tu les sais pas, si tu sais pas où ils sont, c'est un petit peu comme de la croyance. C'est un petit peu comme penser que Dieu va t'aider à te tirer de cette mauvaise passe. Certaines entités peuvent te tirer de cette mauvaise passe, essentiellement si ça leur sert. C'est-à-dire si elles peuvent montrer à l'entourage qu'il faut croire en Dieu parce que comme ça, tu guériras et tout le monde va croire en Dieu pour guérir. Mais elles savent bien que Dieu, elles l'ont jamais rencontré et elles savent bien qui est Dieu. Ouais, il faut le sentir, quoi. Faut le savoir. Faut connaître, faut connaître tes chakras, faut connaître tes endroits vibratoires. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu as une sensibilité, puis bon, il y a des techniques qui permettent de reconnaître certains chakras, certains trucs, certains mouvements énergétiques. Il y a des gens qui ont ces techniques et qui peuvent t'amener là-dedans. Tu as des mouvements qui peuvent te faire sentir ça, et tu sentiras ton chakra du cœur, ton chakra je sais pas moi, ton chakra entre les yeux, au-dessus de la tête, tous tes chakras là, tu peux arriver à les sentir avec différents individus. Et c'est assez intéressant, ne serait-ce que pour se connaître. Après, les utiliser, il faut savoir quel est celui que tu vas utiliser à la place de l'autre. C'est un peu comme faire de l'acupuncture, savoir par où tu vas, là où tu vas planter ton aiguille pour que ça corresponde bien à ce que tu vas être, pour être mieux après, quoi. Parce que c'est sûr que si tu prends un bouquin, un livre et que tu regardes où c'est que tu vas piquer avec l'aiguille, c'est un petit peu aléatoire, c'est un petit peu douloureux, ça peut être extravagant comme ça peut être destructeur. Donc il faut éventuellement, si tu veux sentir tes chakras, sentir tes mouvements, sentir
ces mouvements d'énergie, ben, il faut aller voir des gens qui sont spécialistes là-dedans. OK. C'est ce qui s'apprend dans des cours de yoga. En Hatha Yoga, par exemple, qui en est une des formes, c'est une séquence chaque cours. C'est-à-dire qu'en général, le ou la prof a fait sa propre séance déjà avant de commencer, de recevoir ses élèves. Il a un pacte, on va dire, avec sa lignée de yogi, de maintenir une droiture, et quand il va sonner du bol tibétain à l'entrée, déjà, c'est pour comme un maître étalon, c'est-à-dire pour poser les choses. Et à partir de là, il y a toute une séquence où en fait, les chakras sont stimulés par de la respiration, des visualisations, des sons. Et en fait, effectivement, à un niveau avancé, tu peux choisir de demander dans ton corps ou dans tes corps à ce que un chakra, si on voulait l'isoler, réalise une fonction, mais déjà pour que ça puisse s'opérer, il s'agit que tous tes chakras se soient remis comme des engrenages en fait. Ils fonctionnent deux par deux, et ça s'appelle des creusets chez les taoïstes, et ça rejoint aussi l'alchimie, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent deux par deux et ça se charge. Plus tu te détends, et plus en fait l'énergie est libre de circuler, et il y a des décristallisations qui se font, et c'est au fur et à mesure que les décristallisations libèrent la fluidité pour que l'énergie circule, ben que ça se charge. Et à un moment donné, tu te retrouves dans des états où tu viens d'acquérir un peu de maîtrise sur tes chakras. Et on voit bien que c'est une séquence. Et je n'avais pas terminé tout à fait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette transmutation émotionnelle, par exemple, tu vas sentir que l'énergie est redistribuée dans le corps. Et au début, si on découvre juste des techniques comme ça, on s'en sert une fois de temps en temps quand on y pense ou quand on va pas bien, quand il y a une crise d'une maladie aiguë, par exemple. Et si on a dans sa programmation, comme ça a pu être mon cas, à vouloir mettre un terme à une maladie chronique, ça voulait dire qu'une fois que j'avais identifié que j'avais des déficits dans la gestion de mes émotions, et donc de toutes les tensions qui s'accumulaient dans le corps, la transmutation émotionnelle, je me suis mis à la faire plus souvent. Et ça m'a entraîné du coup de me stabiliser dans une écoute du corps qui m'a permis de connaître une régénération et de retrouver des facultés. Et c'est ça qui est beau par rapport à comment Jean-Luc expliquait quelque chose qui est inscrit dans la programmation pour l'humanité, pour le moment, pour beaucoup trop de personnes. C'est un schéma linéaire en fait que on perdrait de la vitalité depuis la naissance. Alors oui, il y a ça, et en même temps savoir que les tensions, comment est-ce qu'elles sont transmutées ou pas, ou alors diffractées et refoulées, qu'elles vont se cristalliser quelque part, et que tant qu'elles ne seront pas recyclées quelque part, elles vont prendre de l'énergie. Par contre, à chaque fois qu'on les décristallise et qu'on les transmute, on peut les faire passer dans d'autres corps, et ça peut recharger aussi en vitalité, parce que si on est en état de repos et de ne rien demander, ça va se redistribuer aux endroits où c'est le plus intelligent que ça aille. Et ça peut reconstituer du corps physique, et ça peut être l'occasion, quand il y a suffisamment de vitalité, de changer des croyances. Là où on croit qu'on aura son diabète à vie, par exemple, ben à un moment donné où il y a de la sérénité, de la volonté et de l'énergie, ça peut être de dire « Oh, c'est hors de question que je subisse un diabète toute ma vie. » Il y en a plein qui ont réussi à s'en remettre, à ne plus avoir à se piquer à l'insuline, et quand ils font des tests, il n'y a plus aucun problème, le pancréas est régénéré. Je veux ça. Ok, ça veut dire qu'il s'agit que les conditions dans lesquelles l'équilibre de mon corps doit se faire au fil des jours, il s'agit que mes conditions de vie le permettent. Et là, à ce moment-là, ça déborde sur la notion d'écosystème, c'est-à-dire d'environnement dans lequel on est pris, et qu'est-ce que ça va offrir comme liberté pour que les corps s'harmonisent. Et c'est pour ça que toute cette question sur la santé, les niveaux de conscience et l'harmonie qu'on peut trouver
dans les communications entre individus, ça repose aussi sur le paradigme qu'on veut au niveau organisation du travail, les mutuelles, combien de repos est-ce qu'on se donne par rapport à des rythmes de production, les temps consacrés au déplacement, à la mobilité, toutes les tensions qu'il va y avoir dans les systèmes politiques, économiques. Tout ça, ça pèse aussi sur du coup les prédations qui sont faites dans les écosystèmes naturels. Et comme tout ça est lié, ben on voit que l'individu qui s'est conscientisé, en tout cas à un moment donné, il utilise aussi son énergie pour avoir envie de régénérer les écosystèmes et de changer la donne au niveau culturel. Justement, la physiologie, c'est pas rien, et on va pas la faire passer en dernier dans la logique de comment une société ça s'organise. Vu que ça fait partie des principes universels qui nous assujettissent, ben, ça veut dire qu'on va bâtir intelligemment le reste des systèmes, notamment de production et d'acheminement, de distribution, de sorte à respecter les principes de base de l'équilibre et de l'harmonie des corps. Voilà, c'était la thématique que j'avais envie de partager avec vous en plus ce soir, donc c'est vraiment super que ça me permette de vous partager ça comme ça. Et je suis curieux de voir. Du coup, je vais en profiter. Fait vibrer. Nickel. Je vais en profiter pour... Attends, j'ai bien... Ouais, si on m'entend. Ouais, pour faire un tour de table éventuellement, et des personnes qui voulaient... Parce que là, on va peut-être pas forcément rester trop longtemps. On va dire grand max une demi-heure, parce qu'on a commencé à 21h30, je pense. On peut faire encore une demi-heure environ. Donc, s'il y en a qui avaient besoin de rajouter quelque chose par rapport à ce que disait par exemple Max, ou bien d'autres questions, tout simplement, on peut changer un peu de sujet, tout en essayant de conserver la vibe, si on peut. Oui, super. J'aimerais bien revenir un tout petit peu sur l'utilisation de l'énergie. Bon, on est quand même dans le sujet. Hein. Si on n'utilise pas notre énergie pour le contact, par exemple, moi, quand j'écoutais Jean-Luc, je me disais, dans ces cas-là, qui c'est qui l'utilise? Parce qu'on est quand même amené à suivre un programme ou à être mis en vibration par peut-être d'autres entités qui passent par là, quelque chose comme ça. On arrive quand même de toute façon au bout de notre énergie pour cette vie, quoi. Alors est-ce que c'est quand même, comme il disait tout à l'heure, c'est peut-être quand même mieux quelque part de prendre le repas, même s'il faut le payer après, quoi. Ah, j'entends plus rien. Oui, non, c'est ça ma question, c'est qu'est-ce qui se passe si on n'utilise pas l'énergie pour le contact? Est-ce qu'elle n'est pas utilisée par éventuellement d'autres entités ou quelque chose comme ça? Je veux bien apporter un témoignage de quand j'avais 15 ans ou 16 ans et que je commençais à être conscient des déséquilibres et des injustices dans le monde. Ça m'avait mis en souffrance et en tension énorme avec de la colère, mais en dessous, il y avait la peur d'être impuissant. Et mon père a essayé de me mettre sur la voie justement de, au moins déjà, prends soin de ta santé, parce que dans le monde, le système culturel nous ment, et que si tu subis les mensonges du système culturel, tu vas te retrouver comme les autres à être en mauvaise santé, et du coup, tu vas perdre de la puissance. Et moi, j'avais eu besoin de lui demander, mais à quoi ça sert d'être en bonne santé? Parce que si c'est être en bonne santé que pour soi, et que pendant ce temps-là, ça part à la dérive, je vois pas à quoi ça sert si c'est que pour soi. Et du coup, par rapport à ta question de si on utilise l'énergie que derrière on doit le payer, ben, effectivement, c'est un entraînement de l'intelligence et de la volonté et de l'amour de trouver la bonne combinaison, et sachant qu'elle est dynamique en fait en fonction des âges de la vie et de la programmation. On n'a pas envie de la mettre à contribution pareil, mais c'est vraiment des alternances de je vais bien dans ma vie individuelle, il se trouve que je suis chargé d'énergie, j'ai envie d'en faire quelque chose pour aller changer de la structuration. Tant pis si je dois le payer derrière, par exemple, s'il devait y avoir ce type de raisonnement, parce que ça peut être aussi, de toute façon, c'est le processus qui veut ça. Et si je connais le processus, je peux savoir si c'est intelligent pour moi et mes proches et mon environnement de prendre un risque. En tout cas, du coup, moi, je remercie, j'ai de la gratitude, par exemple, par rapport à ma programmation, la vue que j'en ai maintenant, parce que du coup, j'ai eu de l'audace d'aller changer la structuration
Et j'ai eu la possibilité de le faire en ayant accepté que, comme ça allait me demander du repos, d'avoir cette audace, ben c'était normal que je me retrouve à pas tenir certains engagements que d'autres doivent tenir dans cette époque. Et que quand les gens ont ces contraintes-là, forcément, on va pas pouvoir trop se comparer entre comment j'ai envie d'utiliser mon énergie et comment eux, ils doivent utiliser la leur. Et ça fait qu'en termes d'implication, notamment politique, par exemple, ou économique, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on a envie de contribuer à changer des écosystèmes de production, des écosystèmes culturels, ben, y en a qui vont trouver que vraiment, pour eux, ça serait pas possible de faire ce que certaines personnes inspirantes font, parce que ça les mettrait trop en déséquilibre. Et à des moments, il y a des choix qui viennent comme un peu s'imposer quelque part, c'est tu prends le risque ou tu prends pas le risque. Tu as envie d'avoir les fruits ou tu n'as pas envie de les avoir. Et là, cette époque, pour moi, cette année particulièrement, pour les individus qui auraient la liberté d'utiliser l'énergie, ils savent qu'il va y avoir des contre-coups, que ça va demander notamment du repos, et qu'éventuellement, il va falloir faire des choix parce que on va plus pouvoir avoir le mode de vie qu'on avait avant. C'est-à-dire, comme il va y avoir des grands chocs, il va y avoir des grandes dépenses d'énergie, il y aura besoin de repos, et on ne va pas aller faire des dépenses d'énergie, entre guillemets, inutiles, par rapport à un certain positionnement qu'on a envie d'avoir dans le monde. Et du coup, ça nous demande de devenir parcimonieux par rapport à la programmation. C'est comme si c'était pas vouloir courir plusieurs lièvres à la fois. Et si on s'en est donné un vraiment challengeant, ben c'est normal que physiologiquement, il y a un ajustement. On trouve finalement une forme de pratique, de discipline de vie qui va permettre de tenir ça. Et ça peut être dans sa programmation comme ça peut être un pied de nez à sa programmation aussi. Voilà ce que je peux témoigner. Alors, ouais, pour prendre la réponse, pour apporter une bonne réponse qui signifie que au total, si tu prends pas l'énergie pour faire du supramental, tu la mets dans une énergie de groupe. Et c'est ce qui continuera à faire en sorte que ta vie sera un système de groupe et pas un système individuel dans le supramental. C'est ce qu'on peut dire de l'énergie que tu vas pas utiliser pour construire quelque chose avec ton double. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Ça me va. Parce que c'est un peu ce qui se passe. Oui, effectivement, si je me mets plus en contact, je vais avoir tendance à me sentir plus seul ou avoir moins de gens. Par contre, si je vais voir des gens, effectivement, j'oublie un peu ça et j'ai un aller-retour entre les deux assez souvent, quoi. Et quelque part, il y a un équilibre qui se fait, hein, quand même. Et c'est une gestion à faire, quoi. Mais au fur et à mesure, il y a un équilibre, il y a un déséquilibre qui se fait. C'est que plus tu vas utiliser d'énergie pour ton contact, et plus tu vas avoir de la difficulté à rencontrer les autres. Donc, il faut savoir ce que tu veux fondamentalement, parce que c'est bien le contact, mais c'est bien quand tu peux le confronter un petit peu avec les autres. Bah, oui, je trouve. C'est intéressant à ce niveau-là, quoi, si tu veux découvrir des choses. Oui, c'est plutôt par là que je vais, c'est que je ressens aussi le besoin de confronter, effectivement, de discuter avec d'autres personnes. Et à d'autres moments, je vais plutôt être dans mon coin et puis. C'est pour ça qu'on t'a mis dans un monde peuplé de gens, quoi. Ouais, mais c'est bien, j'aime bien les gens aussi, hein, quand même. Ouais, sinon tu serais sur une île déserte. Ouais, merci Jean-Luc, ça me va tout à fait. Ça. Okay. Est-ce qu'il y en a qui veulent du coup intervenir dans les personnes qui ne sont pas intervenues? Parce qu'en fait, l'échange est pour qu'on soit tous là à parler, en fait. Hein. Sinon, vous pouvez... Ah, super, nickel. Donc, malheureusement, je vais changer de sujet. Donc, c'est des questions pour Jean-Luc. Jean-Luc, est-ce que tu peux donner ta vision de problématiques de dépendance affective dans la programmation et comment les transmettre? La dépendance affective.
Donc, par exemple, dans la programmation, donc je parle de moi, que ma problématique, je mets l'homme dans le centre de ma vie dès que je suis en couple. Donc, je sais que c'est ma programmation, mais donc j'ai du mal à me centrer sur moi. Donc, comment je peux balancer ou dépolariser ça? Disons que la dépendance affective, c'est essentiellement un lien que tu vas créer avec l'individu qui est une partie de toi dans lequel tu as trouvé une forme de beauté. Et automatiquement, tu y restes accroché parce que tu es persuadé qu'il y a une partie de toi chez l'autre. Et c'est souvent la problématique de la dépendance affective des individus, c'est qu'ils considèrent que celui qui est en face, c'est une partie d'eux-mêmes, et donc ils ne peuvent pas s'en détacher. Mais soit c'est quelque chose qui est karmique et ça vient de très loin, soit c'est quelque chose, c'est comme une forme de croyance, mais une forme de croyance appliquée à de la matière, ou à de l'âme, ou avoir une résonance d'âme, ou avoir... alors, il y en a qui, pour rompre ces techniques, soit vont dans un système religieux, donc vont dans la prière, etc. Ce que si tu veux rester dans le système astral et continuer ce que tu peux faire, mais sinon, il faut bien essayer avec de la lucidité, de voir ce qui te plaît chez l'autre. Et tu vas t'apercevoir que tu as toujours un phénomène de balance qui se fait que s'il y a des choses que tu aimes chez l'autre, il y a des choses que tu haïs chez l'autre. Et à ce moment-là, tu regardes ce que tu haïs en permanence et tu vas petit à petit te détacher de ce que tu aimes. C'est une technique. Bah, merci beaucoup. Tu l'as fait, tu verras. D'accord, merci. Jean-Luc, est-ce qu'on peut dire que toute chose dans laquelle on y met de l'astral, finalement, nous crée une dépendance affective? Parce que là, on parle en termes d'humain, mais après, ça peut être pareil pour un objet et tout ça. Donc, en fait, comme tu disais très bien, je me souviens, on avait déjà parlé de ça, c'est la partie qui nous connecte avec cet autrui ou autre chose. C'est tout simplement encore une partie que nous-mêmes, on a injectée dans cette chose, donc en fait objet ou humain. Donc en fait on est encore dans un circuit fermé personnel, dans nos bulles à nous, quoi. Et nous on croit que ce sont les autres. Mais le fait de voir ce qui te plaît pas chez l'autre, c'est un petit peu comme repousser ce que tu as mis en tant qu'ancrage chez l'autre. Oui, du coup comme c'est astral, c'est la polarité. Ce phénomène d'expulsion de ton ancrage fait que tu as un détachement et un meilleur gain d'énergie. Parce que tout ce que l'autre utilise chez toi est une perte d'énergie. Oui, ce qui crée d'ailleurs des problèmes entre deux couples, ce qui crée des conflits. Ouais. C'est ça, c'est que les personnes après s'en veulent les unes les autres parce que trop jouer sur les cordes sensibles des uns des autres. Ouais. Ouais. Et d'accord, dépendance affective. Est-ce qu'on peut dire une dépendance d'esprit? Est-ce que ça j'ai envie de dire oui, que ça existe, bien sûr. Mais quelle est une sorte de différenciation ou une espèce de pont qu'on peut... Pas de pont, mais de différenciation qu'on peut faire avec une dépendance à l'esprit de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui pourrait, avec ce que tu disais finalement au tout début, qui était l'histoire d'âme sœur, là, en fait. Maintenant, de ce qu'on a pu entendre... c'est que l'homme nouveau, enfin du moins, voilà, part de chercher des couples entre âmes et tend vers trouver des esprits pour faire des couples. Un homme nouveau ne va pas chercher des couples d'âmes. Voilà, ça il va chercher à récupérer son propre couple. Son bout d'âme. Son bout d'âme qu'il a perdu, mais son bout d'âme indépendant qu'il a perdu. Et enfin, il l'a pas perdu puisqu'il l'a en permanence en contact, mais disons que c'est un contact lointain, ils vont pas tous les deux à la même vitesse. Il y en a un qui va très vite et l'autre qui est très lent. Et on pédale toujours derrière le double, quoi. En gros, c'est ça. Et on n'est jamais au niveau, on ne pourra jamais être au niveau parce qu'on est retenu par un phénomène temporel. Même si on est
vif, même si on est bien conscient, même si on est bien lucide, même si on a une volonté à toute épreuve, on n'arrivera pas à rattraper. Parce qu'on a toujours un temps de retard, et c'est fait pour. C'est fait pour la dissociation. Pardon. En fait, je me rends compte que j'ai décalé en fait une idée. Ce que je voulais dire à un moment donné, c'était que dans l'arnaque des âmes sœurs dont tu parlais, c'est qu'en fait c'était notre connexion à nous-mêmes qui est ça, la volonté de retrouvailles, tu vois, de ça, de notre connexion, notre contact, notre double, etc. Comment ça se fait, ou du moins à quel moment l'astral a voulu nous flouer finalement, parce qu'il nous l'a mis en horizontal plutôt qu'en vertical, du genre il faut qu'on retrouve notre deuxième partie sur Terre, quoi. Et donc c'est ça qui amène les gens à être dans une ritournelle comme la réincarnation infinie, on va dire. Donc pareil, sur Terre, les gens vont chercher leur âme sœur, et tant qu'ils l'ont pas, ils sont dans le désespoir et le malheur. Enfin, on t'a fait croire que tes fractures d'âme, c'était ta faute. C'est tout. Et donc, pendant que tu crois ça, eh bien, tu es coupable. D'accord, on te fait croire que tes fractures d'âme, c'est de ta faute, donc toi, c'est un tu général évidemment, tu cherches à le combler par une autre âme. Et non, toi, tu cherches à le combler par le fait de te sentir coupable, donc tu rentres dans la religion qui est un phénomène de déculpabilité par excès de culpabilité. Et par une sorte de bandage ou une sorte comment dire, de pansement qui va permettre de rester un petit peu équilibré. Mais c'est de l'illusion, c'est du mensonge, c'est du déséquilibre permanent pour équilibrer un pseudo-équilibre. Enfin, tu n'arriveras pas à t'en sortir. La seule façon dont tu peux t'en sortir, c'est de voir la réalité de ton état. Et voir la réalité de ton état, tu ne peux la confronter qu'avec ton contact. Ouais. Bon, on voit bien que c'est encore du domaine de l'entreprise astrale, ouais. On voit encore une des applications multiples. Parce que l'astral, il sait que tu es déséquilibré. Toi, tu n'es pas au courant au début, puis après, tu vois que tu es déséquilibré. Tu t'aperçois que tu as ne serait-ce que pour les gens, des pulsions, pour les autres, des excès d'émotionnel. Et donc, il va travailler là-dessus. Sans pour être lui-même à l'origine, mais il va simplement aggraver le fait que tu te sentes coupable. Son job, c'est faire en sorte que tu te sentes coupable. L'esprit est capable de rectifier cela. C'est-à-dire que quand dans le couple, on s'aperçoit... Oui, l'esprit est capable je vais donner un exemple en fait. Quand dans le couple, en tant qu'individu, je m'aperçois que la vibration de l'être aimé me permet de goûter une sensation de complétude ou de plénitude. Que tant que je suis en contact charnel, par exemple, vraiment, cette sensation, elle est délicieuse. Et à ce moment-là, je peux en esprit vouloir que cette sensation soit intégrée en moi, de sorte à ce que même quand il n'y aura pas la présence de l'autre, celui qui me complète, mais en externe, je veux pouvoir la garder en interne, l'avoir intégrée, pour pouvoir ressentir ça, même quand l'autre ne sera pas à mes côtés. Ça m'a mis 1 an et demi dans une relation de couple où il y a eu cette possibilité, en tout cas, que je laisse le mental être au service de l'esprit pour avoir ça tout en étant en plénitude. Ouais, mais ça, c'est de la mémoire. C'est une relation de mémoire. Oui, c'est une relation de complicité qui permet de se donner un jeu pour qu'il y ait une intégration cellulaire, parce que je voyais le jeu de l'externe et l'interne, et que du coup, l'astral, pour lui, ça serait facile de
de réclamer qu'on consomme quelque chose d'externe pour obtenir une sensation interne. Et Non, là, mais l'esprit l'astral, peut s'en mêler. écoute-moi. Non, je crois qu'il y a un gros problème là, c'est que l'astral se sert essentiellement de tes phénomènes de mémoire. Et si l'astral se sert essentiellement de tes phénomènes de mémoire, chaque fois que tu fais appel à de la mémoire, tu retombes dans un système astral. Tu retombes dans une astralité, donc tu retombes dans un système de dépendance et dans un système de soumission. Donc, il faut quitter ce souvenir, il faut quitter ce phénomène de pseudo-bien-être ou de pseudo-réalité ou de pseudo-bonheur. C'est un phénomène qui va être récurrent et tu n'en finiras jamais avec ce système-là. Donc, il faut que tu coupes ça. Si tu coupes pas ça, tu seras toujours dans un système astral, quelque part, dans un coin, même bien placé, même si c'est joli, même si c'est beau, même si c'est magnifique, mais tu seras toujours coincé là-dedans. Donc, il faut que tu quittes ça. Tu peux rester en couple, mais vis ton temps présent, mais ne le vis pas en différé. Ne le vis pas avec quelque chose que tu vas mettre de loin à réutiliser. C'est une mauvaise comment dire, une mauvaise vision des choses que l'on peut avoir vis-à-vis de l'astral. Moi, je connais très bien le système astral là-dessus, et il va se servir à chaque fois de tes systèmes de mémoire. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans le phénomène supramental, c'est qu'au fur et à mesure que tu te développes, il te fait évacuer tous les phénomènes de mémoire, tous les phénomènes qui servent à rien. Parfois même, il y a des phénomènes qui serviraient à quelque chose, mais pour éventuellement échanger avec lui échanger des paquets de mémoire avec lui pour pouvoir les détruire au fur et à mesure et prendre de la place et prendre davantage de place dans ton mental. Alors, c'est pour ça que les systèmes d'amour, je veux bien en parler. Bon, on n'a plus le temps puisque maintenant ça va être fini en 3 minutes, mais les systèmes d'amour, ce ne sont pas des systèmes de mémoire. Ce ne sont que des systèmes de formes de respect. Et des formes de respect, c'est un système qui doit se partager. C'est un système qui doit être un effet miroir. Si tu n'as pas un effet miroir dans les 2 secondes d'un système de respect, c'est que ça n'existe pas. Si ça n'existe pas chez l'autre, c'est qu'il est dans un système d'astralité. Et ça, tu peux être sûr à 100%. Et sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Et je vous laisse débattre.